Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine de ce 2 mars 2025. Nous rencontrons Dorcy Rugamba, auteur de Hewa Rwanda, Lettres aux absents. Pour la première fois, Dorcy Rugamba s'est produit en langue anglaise dans une double présentation qui s'est déroulée à Mechanics Hall, dans la ville de Portland, Maine, dans le nord des États-Unis. Le choix de la langue n'est pas seulement lié au fait qu'il s'adressait à un public américain. Il y a une autre raison. Cet homme qui combine les talents d'écrivain, d'acteur et de metteur en scène entame cette année une tournée en Australie pour présenter son livre Lettres aux absents ou encore Letter to the Absent en anglais. Dorcy Rugamba a visité les États-Unis en décembre 2024. Cette émissive, Dorcy, fils d'un artiste très connu au Rwanda, Cyprien Rugamba, qui a été assassiné avec sa femme Daphrose au premier jour du génocide contre les Tutsis au Rwanda, le 7 avril 1994, il adresse aux siens qui ont été décimés pendant le génocide, en premier lieu et ensuite à tous les absents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord l'actualité internationale avec notre confrère Pierre Claver Nyonhuru. Retour de l'actualité brûlante de la région de l'Afrique des Grands Lacs est largement dominée par la guerre en RDC. En effet, le mouvement rebelle M23 qui contrôle une grande partie de deux provinces de l'Est et le Nord et le Sud Kivu a remis samedi au Rwanda une dizaine de combattants FDLR, un groupe armé qui combat le régime rwandais depuis plus de 30 ans. Le FDLR étant constitué d'anciens génocidaires de Hutus rwandais, il est un grand support de l'armée congolaise sur le front contre le M23. Ces capturés ont été neutralisés à Goma, récemment tombés dans les mains du M23. Et le plus haut gradé des FDLR remis samedi dernier est le général Ezekiel Gakwerere, accusé par plusieurs rapports internationaux d'avoir pris une part active au génocide des Tutsis d'avril à juillet 1994 dans la ville de Butare, c'est au sud du Rwanda. Pendant ce temps, la RDC parle d'un montage orchestré dans le but de discréditer les FARDC et justifier l'invasion de la RDC selon le porte-parole de l'armée congolaise, général-major Sylvain Ekenge, dans un communiqué. Le Royaume-Uni a suspendu l'aide bilatérale au Rwanda en raison du conflit au Congo. Londres imposerait d'autres sanctions diplomatiques à Kigali en raison de son rôle dans le conflit au Congo voisin, une décision que Kigali a qualifiée de punitive. Cette mesure vient aussi après une décision similaire de la Belgique. Kigali nie tout de même soutenir le groupe mais affirme que ses propres troupes agissent en légitime défense contre des groupes hostiles basés au Congo. Kigali a de sa part aussi suspendu sa coopération au développement avec Londres et Bruxelles. Et Kigali a aussi convoqué l'ambassadeur britannique pour s'expliquer. Le conflit congolais a finalement embrasé la région. En témoigne aussi la décision de l'ONU d'évacuer des familles de son personnel international résidant au Burundi en raison de ce conflit dans l'est de la RDC. C'est après que plusieurs témoins aient signalé à l'agence France Presse la présence de combattants du M23 à quelques 75 km au nord d'Uvira, ville à la pointe nord-ouest du lac Tanganyika face à Bujumbura, la capitale économique burundaise. C'est au moment où le Burundi qui a déployé depuis 2023 plus de 10 000 soldats en soutien à l'armée congolaise dans le cadre d'un accord de coopération militaire avec Kinshasa avait commencé à retirer des troupes face à l'avance du M23 et des alliés selon des sources concordantes. Dans l'entretemps, le gouvernement congolais indique qu'il dispose un peu plus d'1 milliard de francs congolais comme première contribution à l'effort de guerre, a déclaré la première ministre Judith Sumivoa lors de sa prise de parole. Le chèque de ce montant a été présenté à la presse et à l'opinion publique ce samedi 1er mars 2025 à l'occasion du lancement de la campagne baptisée Congolais Téléma qui consiste à populariser la guerre, comme elle l'a indiqué sur les antennes de la radio nationale congolaise. Mes chers compatriotes, chères Congolaises et Congolais, papa, maman, bilingue, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC,
ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Mais le peuple congolais est uni. Il est uni par le sort et uni par le choix d'être et d'exister collectivement telle une nation. Oui, aux côtés du président de la République, moi-même et tout le gouvernement, travaillons à remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées qui, sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, nous les saluons. Nous saluons aussi les Wazalais. Mes chers compatriotes, au-delà du front militaire, cette guerre est menée sur plusieurs autres fronts. On l'a dit, le front diplomatique, judiciaire, économique, médiatique et spirituel. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation, notre destinée en dépend. Batoto ya Congo, Oshina, totelema, po eza likambo ya mabele, eza likambo ya mabele, eza eloko mususu te. Et enfin, au Burundi, une vingtaine d'organisations nationales, régionales et internationales exigent la libération de Sandra Muhoza, une femme journaliste détenue pendant près d'un an. Selon une déclaration d'activistes des droits humains, cette journaliste est détenue illégalement et est prisonnière d'opinion. Defendaz est l'une des organisations africaines signataires de la déclaration initiée par Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, une ONG burundaise. Nicolas Agostini, il est représentant de Defendaz auprès des Nations Unies. Toute cette affaire a été caractérisée par des violations du droit à un procès équitable, du respect des procédures, ce qu'on appelle en anglais le due process. Depuis son arrestation, qui s'est faite dans des circonstances qui s'apparentent à un kidnapping, son transfert au service national de renseignement, le SNR, et ensuite sa détention et son inculpation pour 2 chefs d'accusation qui sont absolument ridicules, pour notamment atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale, qui sont ridicules parce que c'était suite à des messages qui ont été échangés sur un groupe WhatsApp avec d'autres journalistes. Donc son arrestation, ensuite sa détention qui se fait dans des conditions déplorables, et puis les violations répétées de son droit à la défense, du droit à un procès équitable, notamment manque de communication avec son avocat. Le ministère public a requis dans un premier temps une peine de 10 ans de prison pour le premier chef d'inculpation et ensuite 2 ans de prison pour le second. Finalement, elle a été condamnée à 1 an et demi donc l'an dernier, en décembre 2024. Mais à notre sens, c'est une procédure et une détention qui sont arbitraires et elles devraient être libérées immédiatement et sans condition. Si la justice burundaise agit en toute indépendance, et nous espérons qu'elle pourra le faire, alors Sandra Muhoza sera libérée. Dorsi Rugamba s'est confié à Amjambe Africa après sa double présentation dans la ville de Portland. Alors, je m'appelle Dorsi Rugamba, je suis un artiste rwandais, essentiellement provenant du théâtre d'ailleurs. Je suis à la fois écrivain, acteur et metteur en scène. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de mon activité. Et alors, j'ai sorti l'année dernière un livre qui s'appelle Hewa Rwanda, Lettres aux absents,
qui est sorti au mois de mars et sur laquelle, que j'ai adapté en fait à la scène avec un musicien qui n'est pas avec moi ici pour une forme qui tourne depuis le mois de février. Mais elle tourne en français. Et cette année, cette forme scénique va commencer à tourner sur des scènes et dans des pays essentiellement anglophones. Donc au mois de mars, j'entame une tournée en Australie. Et cette première étape aux États-Unis servait un petit peu dans un work in progress, vraiment, parce qu'on travaille par étapes, à présenter devant un public témoin une étape de travail. Donc ce n'est pas encore vraiment la forme, puisque on n'est pas dans un théâtre, le musicien n'est pas là, mais c'était une première approche de travailler sur l'adaptation en anglais. Donc c'est la raison pour laquelle on est ici au Mechanics Hall à Portland. Ma productrice est quelqu'un avec qui je travaille justement pour cette adaptation scénique, qui sont deux sœurs d'ailleurs. Je dis Hélène Denis, vivent ici à Portland. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette première étape ici à Portland. Hewa Rwanda, lettres aux absents, ça parle de quoi? Ça parle, c'est un livre qui est sorti 30 ans après le génocide, qui s'adresse, j'ai voulu le faire dans une tradition ancestrale rwandaise, qui s'appelle le culte des ancêtres. C'était comme ça que les Rwandais, et pas que les Rwandais, les Burundais, les gens de la région, honoraient les absents par le culte des ancêtres qu'on appelait le Guteletiera à l'époque, et qui comporte deux parties. Une première partie consiste à parler des ancêtres à ceux qui sont vivants et parmi lesquels souvent ceux qui ne les ont pas connus. Et la deuxième partie consiste alors à parler aux ancêtres, leur donner des nouvelles de ceux qui sont toujours en vie. Et donc je parle beaucoup de ma famille, des membres de ma famille, notamment à ceux qui ne les ont pas connus. La plupart de la majorité des Rwandais n'étaient pas nés. Donc les victimes commencent à disparaître de la mémoire des gens parce que les gens ne les ont pas connus. Parmi eux, je compte mes enfants. Donc c'est un travail de transmission. Mais moi, j'ai voulu, dans ce livre, parler d'eux, surtout de leur vie. Souvent, leur vie peut s'effacer devant le drame qui les a frappés. Je voulais tout simplement aussi que dans ce partage, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont représenté auprès de leur ne disparaissent pas et puissent être immortalisés dans une œuvre artistique. Dans la salle, tu as dit que tu as perdu tes parents, alors que tu devrais rencontrer ton père le même jour où il a été assassiné, en même temps que 6 de tes sœurs et frères, et plusieurs autres parentés, 30 ans après. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te souviens que tu allais rencontrer ton père le jour où il a été assassiné, que tu l'avais vu la veille en bon état, santé en bon état? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, les impressions changent d'une année à l'autre. La première chose, c'est qu'on ne sait pas pourquoi le hasard choisit comme ça. Moi, c'est vraiment par le pur des hasards, parce qu'effectivement, je devais rentrer chez moi le 6 avril, et c'est mon père qui m'a décommandé, tout simplement, parce que j'allais prendre un bus de 5 heures de l'après-midi. Alors il m'a dit, mais non, il ne faut pas prendre un bus arrivé tard dans la nuit, parce que de toute façon, le Rwanda était déjà dans une guerre civile. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie, et c'est pour cette raison que je ne me trouvais pas à la maison le lendemain. Alors, évidemment, sous le coup, dans les années qui ont suivi, on est toujours parcouru de plein de questions qui n'ont aucune réponse en réalité. Pourquoi est-ce que tel est parti? Pourquoi est-ce que je suis resté? Et puis, plus l'événement s'éloigne dans le temps,
plus évidemment les impressions changent. On finit par accepter, on finit par considérer. Ce que je me suis rendu compte quand même après, c'est que il faut d'abord faire face à la perte de personnes d'une manière concrète, à leur corps, à leur vie, mais que petit à petit aussi leur existence est menacée. Que plus le temps recule, déjà les témoins sont moins nombreux et que petit à petit, en fait, les personnes peuvent ne plus exister à travers un nom qui est gravé quelque part sur une pierre. Et que ce qu'ils ont été peut aussi disparaître. D'où la nécessité de créer des œuvres d'art, vraiment d'immortaliser quelque chose pour que, comme disent les Romains, scripta manent, ça reste pour toujours. Donc l'appréciation que j'en ai aujourd'hui, 30 ans après, elle est différente de celle que j'avais juste au lendemain du génocide. L'autre chose que j'ai réalisé longtemps après, j'ai réalisé ça 25 ans après, c'est que, en fait, j'ai été pris par le vertige de constater, de rencontrer des jeunes mères qui avaient étudié à l'école maternelle et primaire avec la Benjamine de notre famille, qui est morte à 7 ans. Et que dans ma tête, en fait, elle n'avait pas grandi. Elle avait toujours 7 ans dans mon esprit. Et ça m'a pris à tel choc de rencontrer une mère avec 2 enfants qui me dit « Mathieu, j'ai été à l'école avec ta sœur ». Et c'est comme ça que j'ai pris conscience que le temps s'est déroulé et même que le nombre de gens en fait qu'on a perdu est beaucoup plus nombreux. Parce qu'il suffirait que tout simplement cet événement n'ait pas eu lieu. Et je me suis dit, waouh, pour une famille de 10 enfants, on serait maintenant, je ne sais pas combien de petits-enfants. On serait une famille tellement gigantesque. Et ça aussi, c'est une part de la perte que je n'avais pas réalisée. Et puis, comme je le partage aussi dans le texte maintenant, arrive aussi, en fait, des choses qui vont, comme on dit en Kinyarwanda, vraiment penser les plaies, et les naissances en font partie. Je crois qu'il y a, on a beaucoup plus du sens du cycle de la vie, de ce que la vie représente. Et quand un enfant naît, après coup, sa naissance prend une telle importance, en fait. Donc voilà où j'en suis. Mais c'est des questions complexes qui font que on change aussi avec le temps. Donc, mais je suis reconnaissant de voir que voilà, il a l'événement reculant dans le temps. Je peux dire qu'il y a une guérison possible, mais ce n'est pas, ça dépend des gens. Donc, Dans ton livre, tu évoques une chose très importante, parce que en grandissant, tu as même évoqué ton grand-père, comment les missionnaires donnaient les noms à des enfants, des noms des saints ou des anges. Mais n'est-ce pas que ça reste... personne ne pourra comprendre comment une telle tragédie, ce génocide, a pu se commettre dans un pays où presque tout le monde avait les noms des saints. Oui, mais c'est lié. C'est lié, cette page de l'histoire. Évidemment, je n'ai pas écrit un essai, ni même un livre de témoignage, c'est pas un livre, mais si c'était vraiment un travail un essai sur l'histoire, la colonisation a joué une part très importante dans le conflit. Et donc, on ne pourrait pas comprendre même le génocide sans remonter vraiment un siècle avant. C'est une histoire qui dure un siècle. Les Européens arrivent au Rwanda en 1894. Le génocide se passe exactement année après année, un an après. Et donc ça, c'est une part. La christianisation s'est faite dans des contextes de conquête de pouvoir et non pas réellement de conversion des cœurs. Et c'était plus la prise d'un terrain, la prise d'un pays. Et si c'était une conversion des cœurs, je pense que ça aurait pris plus de temps pour que ça rentre, pour que ce soit une foi. Et je crois que la question de la foi est une question très importante.
Mais si c'est une foi de façade, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est de nature à changer les cœurs. Et donc voilà, ça fait partie des contradictions de notre histoire commune. Et l'autre chose que je voulais aussi témoigner à travers ça, même si je le fais avec beaucoup d'humour, parce que je passe par les prénoms, je trouve ça très drôle, ce type de prénom. Parfois, on ne sait même pas d'où ça vient. Parfois, on ne comprend même pas le sens même de ces prénoms. C'est que la colonisation s'est attaquée aux bases et au socle culturel de la société. Et le culte en faisait partie. Le culte des ancêtres en faisait partie. La manière, toutes ces choses qui ont été attaquées étaient des plateformes de cohésion même de la société rwandaise. Et donc, quelque part, donc, tout ce qui a été éliminé a manqué au pays et dans ses ressources. Donc, d'une certaine manière, comme disait Gramsci, c'est-à-dire que la colonisation a détruit certaines choses sans ayant la possibilité d'installer d'autres à demeure. Et entre les deux, il y a le surgissement des monstres. Ces monstres Ouais. qui, bien sûr, ont planifié le génocide. Bien sûr. Enfin, les monstres, c'est aussi les contextes, c'est les situations. Un génocide est la combinaison de plusieurs facteurs de temps. Les responsabilités sont énormes, la communauté internationale a sa responsabilité aussi. Il y a mais il arrive que dans un moment particulier de l'histoire, quasiment l'ensemble des facteurs se trouvent réunis et que, pour le malheur du Rwanda, il s'est trouvé que sur 100 jours, effectivement, la porte des enfers s'est ouverte vraiment pour engloutir un nombre incroyable de personnes. En te voyant dans cette salle, j'ai eu l'impression que ça va au-delà de ce que tu peux penser. Moi, j'ai vu déjà pleurer moi-même à un certain moment. Moi, je situe voilà, ton travail entre la bataille juridique et, disons, le négationnisme. Parce que pour moi, c'est une sorte aussi d'advocacy, non? Bah, ça fait partie, c'est un tout. Je crois que les artistes ont un rôle à jouer l'art aussi est un médium. C'est un médium qui peut être populaire, qui permet de travailler sur le récit. Et deux récits peuvent s'affronter. Celui du négationnisme est un récit de l'histoire que des gens peuvent vouloir imposer. Dès le lendemain du génocide, le récit qui parlait plutôt plus d'une guerre tribale, de haine ancestrale, a fait florès immédiatement. Et là-dessus, les juristes, le travail effectivement de la justice a fait son rôle, mais la justice se donne dans les prétoires et c'est souvent pas les lieux les plus fréquentés par le plus grand nombre. Et les décisions sont formulées dans un jargon juridique qui n'est peut-être pas accessible à tout le monde. Et c'est là où l'art aussi a joué sa part. C'est-à-dire que, parce que ça, c'est une plus grande audience dans une médiatisation qui passe par des canaux comme les vôtres, comme les médias, pour faire en sorte que la réalité d'un événement puisse être dite dans sa vérité, dans son langage même. Et ça fait aussi partie du processus de guérison. C'est-à-dire que c'est très important de pouvoir raconter et de dire que les gens qui ont été tués n'étaient pas ni des cibles militaires, ni des soldats, et qu'on ne peut pas considérer ça comme un conflit, mais que c'est un crime contre des gens
livrés totalement à la merci de leur propre bourreau. Et ça, on est vraiment dans autre chose que dans un conflit ancestral ou tribal, et plus particulièrement dans la question même des génocides. Donc ça va de pair. Les deux font de pair. Je pense que c'est très important. C'est très important de témoigner aussi. Mais comme je le disais aussi, l'œuvre d'art a vocation à se pérenniser dans le temps. C'est une trace. C'est quelque chose qui restera. Un jour, moi, je ne serai plus là. Et mes petits-enfants, si j'ai la chance de les voir, mais qui va leur raconter? Il faudra bien qu'ils se raccrochent à quelque chose. Mais même mes propres enfants, qui n'ont pas connu leurs parents, leurs tantes, leurs oncles, il faut qu'ils aient un endroit où ils peuvent se dire, tiens, voilà qui ils étaient. Donc ça joue, la question de la mémoire, évidemment, est très importante, joue sur plusieurs tableaux. Tu parles de mémoire, je pense que aussi la vie que tu vis aujourd'hui, tu la vis aussi pour ceux qui sont partis, qui ont été massacrés, hein, parce que je pense, tu as évoqué à un certain moment que tu as eu un fils qui Oui. vous a été né en avril. Est-ce que tu penses que si les mêmes événements ne s'étaient pas produits, tu aurais vraiment disons, à chérir ce mois et lier cette naissance à ce mois d'une telle manière? Non, justement pas. C'est parce que justement on est tous des produits de l'histoire. Et moi je vis, ma famille est en Europe, je vis en Europe, le mois d'avril c'est le mois du printemps. Et c'est un mois de la renaissance. Le printemps, après l'hiver, tout est décharnu et puis ça symbolise vraiment le retour de la vie, les plantes refleurissent et tout. Mais nous, dans notre chronologie de l'histoire, c'est un mois maudit, qui est le mois du deuil, et donc il y a un trou dans notre... Et j'étais très heureux parce que je me suis dit, ah tiens, mais bon, mais en fait c'est une belle chose, symboliquement en tout cas. C'est comme ça que j'ai reçu d'avoir un enfant qui puisse naître au mois d'avril, donc qui vient quasiment chasser les ténèbres, rendre viable en fait ce mois d'avril. Et puis symboliquement, ça veut dire en fait qu'on peut renaître, qu'il y a quelque chose, même il n'y a pas de situation sans issue, même si la mort est une chose sans issue. On peut pas quelqu'un ne pourra jamais revenir. Donc il y a des choses irréparables dans la vie. Mais il est assez heureux que l'on se trouve quand même avec des portes de sortie. Et les portes de sortie, comme tu le dis si bien, en fait, c'est les deux sont liés. La vie qui revient des hommes nouveaux, ça c'est une réponse extraordinaire. Qu'est-ce que cela fait quand tu te produis à l'étranger, en Occident, aux États-Unis, maintenant tu vas entamer une tournée en Australie? Qu'est-ce que cela fait de voir des gens, disons, qui ne devraient pas être concernés même par notre histoire dans la région des Grands Lacs d'Afrique? Oui. Mais qu'est-ce que ça fait pour toi de voir des gens venir t'écouter comme on l'a vu attentivement? Tu vois, ils étaient dedans. Bah oui, bien sûr. Bon, d'abord, ça fait chaud au cœur. Toute parole n'a aucune forme de... Si une parole n'a pas d'adresse, n'est pas reçue, ce serait une tragédie. Donc, avoir une audience, avoir des gens qui peuvent prendre le temps, leur propre temps, de pouvoir écouter, je pense que c'est super important. C'est super important aussi parce que peut-être ça va pas protéger ceux qui sont morts, sont partis, de toute façon ils ne reviendront pas, mais ça peut protéger d'autres populations ailleurs dans d'autres situations pour que le monde soit alerté plus tôt ou que eux-mêmes voient, tiens, s'il y a des signaux qui montrent que on prend un chemin qui pourrait être funeste, c'est aussi à cela que ça sert. Donc je suis très heureux quand je rencontre des publics complètement différents. On a déjà tourné par exemple en Belgique, en France, en Allemagne, et dans des publics. Parfois, certaines populations et certains publics aussi ont une histoire traumatique. On a joué par exemple en Allemagne, c'est une chose qu'ils ont traversée.
qui a fait un traumatisme national chez eux. Et donc, ça aussi, une mémoire unifiée, universalisée du moins, crée des liens. Et j'en suis très heureux, puisque bon, heureux, c'est peut-être pas le mot, parce que j'en suis satisfait en tout cas de trouver une audience. C'est pas que je dis waouh, c'est génial, j'ai fait une superbe chanson et elle est écoutée par plusieurs personnes sur. Non, c'est que c'est super important. Les morts, on les dépose dans les mains de tous et ils deviennent la mémoire universelle. Et ça, c'est super important. Tu parles des morts, de ces gens qui ont été massacrés durant le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Tu parles aussi aux morts. Oui. Mais je pense, Darcy, tu parles aussi aux vivants. Bien sûr, c'est les deux. Je parlais du culte des ancêtres. Pourquoi est-ce qu'il était fait? C'est dans l'usage des vivants. C'est parce que les vivants donnent de la place aux morts, qui leur rendent un culte, qu'eux-mêmes se trouvent bien. Ils se trouvent psychologiquement, mentalement réunifiés, en fait. Même dans la culture rwandaise, on savait ça. Kinyarwanda, on dit umuzimu ndatekereza aratera. Donc, mais bon, c'est une manière symbolique et très épique de raconter les choses. Mais les gens qui ne rendent pas culte à leurs propres ancêtres vont avoir une vie pas très harmonieuse non plus. Et c'est toujours ça, il faut pouvoir... les deux vont de pair. C'est des choses qui sont... Par exemple, traditionnellement, il y avait même une maison qui était consacrée à ça, qui s'appelait Inzu Yindar. C'est-à-dire que la place spatiale et dans le temps que l'on consacre aux morts permet que la vie peut continuer dans d'autres sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu le temps, c'est-à-dire que la vie maintenant, on peut continuer. On peut célébrer, on peut être en joie, on peut aller dans le mariage, on peut célébrer la naissance, cette chose. Et on le fait de tant mieux, sans aucune une appréhension, parce que les morts aussi, on leur a donné leur temps. Et que on leur a rendu culte. Donc c'est effectivement ça. Tu visites le Rwanda, 30 ans après. Je sais, tu y vas de temps en temps. Quel est le sentiment que tu as? Ce pays qui est né de cendres. Alors, moi, je vis quasiment presque moitié du temps au Rwanda, entre Bruxelles et Kigali. J'ai un centre là-bas, je continue à travailler, un peu comme les artistes, on travaille dans plusieurs pays, hein, donc je fais un métier de genre du voyage, je dirais. Mais alors, à chaque année, quand je vais au Rwanda, le pays se renouvelle à une vitesse très, très rapide. 90% des Rwandais ont moins de 30 ans. Donc, c'est-à-dire, même en termes de population, on se trouve vraiment dans un shift total. Et donc, il y a une énergie, il y a une envie, il y a quelque chose qui est né de la diversité et qui fait que, à tous les niveaux, que ce soit les jeunes, les gens que je rencontre, vraiment, il y a cette envie de se porter le plus loin possible. Et ça, je trouve que c'était une énergie féconde, absolument. Même dans le domaine qui est le mien, moi, je suis beaucoup des artistes, et je les trouve beaucoup plus doués, beaucoup plus inspirés que ne l'était notre propre génération. Et ils vont aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est une belle chose à regarder. J'ai 55 ans, dans plusieurs années, j'aurai remis les clés de la maison, en tout cas aux artistes qui sont là, et ils iront beaucoup plus loin. Et ça me paraît être aussi une autre manière justement de survivre, voire d'aller un peu plus loin. J'anime un festival qui est une plateforme vraiment pour les artistes, et quand je les vois, je me dis, tiens, c'est la plus belle chose qui puisse être. On peut faire des choses, mais on sait très bien qu'on ne peut pas tout.
Mais quand on sait on peut donner le relais, et ce pays s'est donné les possibilités de ne pas disparaître, alors qu'il était voué à l'être à un moment donné. Je pense que vous avez, à la fin, vous adressez, dans certaines séquences, vous adressez bien sûr aux membres de votre famille, dont votre père et votre maman et vos sœurs et frères qui ont été décimés pendant le génocide contre les Tutsis. Comme le disait, je pense, l'auteur, je pense que c'était Birago Diaoupe qui disait que les morts ne sont pas morts. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais, disons, qui nous aux absents? Oui. Mais à travers les miens, je m'adresse à tous les absents, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi... si c'était destiné uniquement, j'aurais écrit une lettre, on l'aurait gardé dans la famille, mais l'idée de mettre ça dans un livre et de le rendre public, c'est que chacun puisse... je parle de ma mère, mais chacun peut ressentir la même affection pour sa propre mère, donc je rends hommage à toutes les mères. Et je crois qu'on se pose tous la même question. Est-ce que... comment est-ce qu'il nous verrait? Est-ce qu'on a mérité d'eux? S'il revenait et qu'il nous regardait faire, grandir, agir, certainement il y a des choses que nous ne faisons pas bien parce qu'on aurait pu, mais quand même leur dire qu'au fond, tous nos actes sont guidés par eux. On se pose toujours la question de savoir, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur des attentes? Et ça, c'est ce que je leur dis. Vous continuez à jouer un rôle fondamental. Une mère, un père continue à vous porter même quand il n'est plus là. Une fois en visitant une église à Narama, c'est un des mémoriaux au Rwanda, je me suis rendu compte un jeune qui venait de finir l'école secondaire, habillé dans son costume, il était venu avec la photo de moment où il avait reçu le diplôme, et il a agrafé l'endroit où son père était mort en disant « Papa, voilà, je l'ai fait ». Il avait arraché ce diplôme, quoi. Et il est venu Et donc, je me suis dit « Ah oui, regardez, ce père, il n'est pas là, physiquement, d'une certaine manière, mais il a tiré ce garçon. Et il a été justement... voilà, il aura sans doute d'autres challenges dans la vie. Donc, c'est ça que je leur dirais, c'est un merci. Un merci de leur dire que de toute façon, ils continuent à nous guider, à nous donner la force d'avancer le plus loin que nous pouvons. Dorcy Rugamba, merci pour ce moment que vous avez accordé à Mjamba Africa. Je ne sais pas si vous avez un message pour notre public. Alors, j'imagine que vous avez un public africain, large, c'est déjà très bien, qui est vraiment les communautés africaines et des plateformes, des médias qui peuvent nous permettre d'avoir un point de vue africain, une perspective africaine sur la réalité du monde. Nous venons d'un continent où il y a beaucoup de défis et tout est en nous, en fait. Je crois que nous avons plus de raisons que dans d'autres d'avoir des ambitions grandes et des rêves trop grands. Enfin, il n'y a jamais de rêve trop grand et que le temps de l'Afrique est venu. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Bonjour Maine de ce 2 mars 2025. Elle vous a été présentée par Eloge Ulikaneza. Je remercie également Dorcy Rugamba qui a accepté de parler à Mjamba Africa ainsi qu'à mon confrère Germain Moutio qui a participé dans la réalisation de cette émission. À la prochaine. Africa.